Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et désormais, eh bien, la reine Elisabeth II, vous l'avez suivi, est décédée. Vive le roi Charles III, comme on dit, un chapitre s'achève, celui du plus long règne de l'histoire britannique. Et un autre s'ouvre nécessairement beaucoup plus court d'ailleurs avec Charles III. Vendredi soir, au lendemain de la reine Elisabeth II, du décès de la reine Elisabeth II, son fils et donc son successeur a donné sa première allocution en sa nouvelle qualité de souverain. Il y a rendu hommage à sa mère. Il a eu d'ailleurs un mot également pour son fils Harry et sa belle-fille Meghan. Je vous propose d'écouter un extrait. C'était une vie de service et on a vu qu'elle adorait les traditions et qu'elle embrassait sans peur le progrès. C'est ce qui nous rend forts comme nation. L'affection, l'admiration et le respect qu'elle a inspirés sont devenus la marque de son règne. Comme tous les membres de ma famille peuvent en témoigner, elle associe à ces qualités une chaleur, un sens de l'humour et une capacité de toujours voir le meilleur des gens. Je tiens à rendre hommage à sa mémoire et à honorer cette vie au service de la nation. Je sais que sa mort vous rend tout triste. Beaucoup d'entre vous sont extrêmement tristes. Et je partage ce sens de perte infinie. Voilà, c'était l'hommage rendu au parcours exemplaire de sa mère, reine d'Angleterre pendant 50 ans, qui a su, comme il le dit, mêler tradition et progrès. Et voilà le petit mot pour ses fils. Aujourd'hui, je suis fier de le consacrer prince de Galles, un pays dont le titre a été un grand privilège pour moi pendant une si grande partie de ma vie de service et de devoir. Avec Catherine à ses côtés, notre nouveau prince et princesse de Galles vont continuer d'inspirer, de mener nos conversations nationales et aider à amener les marges au centre pour les soutenir. Je voudrais aussi exprimer mon amour à Harry et Meghan, qui continuent de construire leur vie à l'étranger. Très intéressant, ce petit mot pour Harry et Meghan qui continuent de construire leur vie à l'étranger. Bonjour Richard Fremder. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et en studio. Vous êtes historien spécialisé sur la période Révolution et Empire et animateur de Timeline. C'est une émission d'histoire qu'on peut retrouver en podcast. Exact. Et évidemment, vous avez suivi de près tout ce qui se passe en Angleterre, en Grande-Bretagne, avec ce nouveau roi Charles III. Alors d'abord peut-être un petit retour avant de parler de Charles III et du cap de la ligne qu'il peut donner à son règne. Un petit retour sur ces extraits, notamment celui qui concerne ses fils. Donc William, prince de Galles, et Harry, il lui envoie tout son amour dans son discours, ce qui est intéressant puisqu'on connaît un petit peu l'histoire de la famille royale avec Harry et Meghan Markle. C'était une façon de dire qu'il y aura une forme de réconciliation tout en acceptant le fait qu'il ne fasse plus partie du cercle restreint. C'est vrai qu'on est un peu dans le people, mais... oui, c'est ça. Mais on commence par le people. Mais il peut de toute façon difficilement faire autrement. Quoi qu'il en soit, difficilement faire autrement. Ce qu'il n'y avait pas dans vos extraits, c'est presque dommage parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il parle de My Lover Mama. Et il donne ses sentiments. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Touchant, oui. Alors, touchant, c'est vrai, mais de très nouveau. Ce que c'était rigoureusement interdit sa mère pendant 70 ans. Vous savez, never explain, never complain. Oui. On ne donne pas ses sentiments, on ne se plaint pas, on n'explique pas. C'est comme ça, j'habite la fonction. L'habit. L'habit, effectivement. C'est un métier. Et curieusement, c'est peut-être en train de changer. Je ne sais pas si vous avez vu ce week-end, on a tous regardé, évidemment. On a vu le Premier ministre, on l'a vu en vidéo, le Premier ministre arriver. On a vu l'entretien entre les deux, tout ça en vidéo. On a l'impression d'un changement, d'une vraie page d'histoire qui s'est tournée. Évidemment, son discours dit, bah oui, je vais rester tel que c'était avant. Mais il y a déjà des changements.
Il y a déjà des changements, il y a des choses qui ont été remarquées d'ailleurs, hein, si on veut continuer un petit peu dans les détails avant d'aller sur le fond de ce qu'annonce ce règne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce petit geste furieux qu'a eu Charles III demandant à l'un de ses assistants de dégager une boîte à stylo, je crois, qui a été beaucoup commenté en Angleterre par le Mail Online, voilà, qui a choqué visiblement les téléspectateurs anglais notamment. Et même Camilla aurait fait une tête un peu choquée lors de cette scène. Alors là encore, on est dans le détail pour le moment, mais ça, en même temps, un détail puisque comme c'est les détails qui comptent. Voilà, exactement, puisque c'est une fonction qui est aussi beaucoup dans la représentation. Tout cela est très important. Louis XIV avait écrit à ses fils, il avait écrit le métier de roi. C'est un métier, c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. On ne montre pas ses sentiments, quels qu'ils soient, on ne s'énerve pas en public. Nicolas Sarkozy avait raconté son entretien avec la reine Elisabeth. Il lui avait posé la question, il avait dit, mais avec tout ce que vous faites, l'âge que vous avez, etc., vous n'êtes jamais fatigué? Il lui avait dit, si, mais je ne le montre pas. C'est quelque chose de fort, de très fort. On voit qu'il y a quelque chose de différent là. Hein. Oui, tout à fait. On voit quand même cette dynamique. Il y a un vrai tournant. Ouais. Et pour revenir sur l'histoire du cercle restreint, on sait que le prince Charles avait déjà annoncé il y a quelques années, d'ailleurs avec l'accord de son fils aîné, qu'il fallait restreindre le cercle royal aux quelques membres qui travaillent vraiment pour l'institution. Les autres, dont Harry d'ailleurs, hein, ne bénéficieraient pas des largesses royales, on va dire. Effectivement, ça va changer aussi. Et ça a été noté. Donc, il l'a redit même récemment, je crois qu'il y a 2-3 jours. Hein, il a redit, tous n'auront pas les faveurs, etc. Il y a juste les enfants directs et ceux qui sont là. Quoi. D'accord. Alors, on va quand même parler du fond un petit peu, quand on fait le tour des potins anglais. Là, Charles III arrive. Quel va être il a moins de temps qu'Élisabeth II pour marquer son règne, entre guillemets. A priori. En plus, il partait avec plutôt une mauvaise image de prince. Comment va-t-il faire pour marquer ce règne et quelle va être, à votre avis, sa ligne de conduite ? Alors on a peut-être une idée avec le nom qu'il a choisi. En France, on n'est pas habitué. Très souvent, on m'a dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Il ne choisit pas son nom puisqu'il s'appelle Charles. Il s'appelle forcément Charles III. Non, les rois et reines d'Angleterre peuvent choisir tout à fait le nom du règne qu'ils vont avoir, comme les papes d'ailleurs. Élisabeth n'a pas choisi Élisabeth II par hasard. Elle était dans la continuité d'Élisabeth Ier, qui était certainement le plus grand souverain de Grande-Bretagne. Il a choisi Charles III. C'est très fort comme symbole, parce qu'il est donc dans la lignée de Charles II, qui est le fils de Charles Ier, qui est le roi qui a été exécuté. C'était la Révolution et la République en Angleterre. On l'oublie souvent, Cromwell, il y a eu une République en Angleterre. Charles II, qui est couronné en Écosse. Ça, c'est important comme symbole. On va y revenir tout à l'heure sur l'Écosse. Tout à fait. Donc Charles II est obligé de s'exiler. Il part en France. Et quand il revient à la mort de Cromwell, il pardonne. Il devient le chef donc, de l'Église d'Angleterre, qui devient l'Église anglicane, c'est-à-dire la liberté de choix, le choix de sa religion. Ça, c'est fort aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. N'oubliez pas que l'anglicanisme interdisait, il y a encore quelques années, le mariage avec une personne divorcée. Or, Charles est marié avec une personne divorcée. C'est autorisé aujourd'hui spécifiquement pour lui. Mais l'Église anglicane a refusé malgré tout que des personnes puissent épouser des personnes divorcées s'il y a eu adultère notoire. Avec Charles, on peut dire qu'on est en plein dedans. N'oubliez pas le pardon. Ça, c'est quelque chose de très fort. Il y a aussi le côté Charles III est très proche Charles II, est très proche de la France. Il a passé un accord secret, on le sait aujourd'hui, avec Louis XIV, un accord de protection. Charles III, l'ancien prince Charles, est très proche de la France. D'ailleurs, le dernier de la lignée à parler français. Il parle français couramment, comme le parlait sa mère. N'oubliez pas qu'ils ont un Premier ministre qui est terriblement anti-français et anti-Europe. C'est fort aussi comme signal. C'est quelque chose d'important. Dernier point, l'habeas corpus. Charles II crée l'habeas corpus, qui est la base, qui est le cœur de nos institutions occidentales. C'est la liberté individuelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose de fort, la liberté individuelle. Imaginez un petit peu, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec les problématiques religieuses, etc., la liberté individuelle. Donc voilà, ça fait que vous avez, à mon avis, alors si on veut aller encore plus loin... C'est plutôt de bon augure pour la France, en tout cas. C'est peut-être pas de mauvais augure pour la France, c'est vrai. Combien de temps va-t-il durer ? Ça, l'avenir le dira. Si on veut même aller encore plus loin,
puisqu'on était un peu dans le people tout à l'heure, mais on peut faire de la science-fiction. Alors pardon, je fais juste une parenthèse, parce que normalement nous n'avons pas le droit d'utiliser des termes anglais, mais peut-être qu'on peut faire une exception aujourd'hui sur Radio Courtoisie, puisque nous parlons de la reine d'Angleterre et du nouveau roi Charles III, donc peut-être parler anglais aujourd'hui est autorisé. On va s'accorder en tout cas cette autorisation. C'est vrai. Mais rapidement, effectivement, c'est Charles II qui récupère New Amsterdam, qui va devenir New York. Il le récupère aux Néerlandais. Il l'appelle York parce que son frère, c'était le duc d'York. Aujourd'hui, c'est Mars qui arrive. Peut-être que... Vous voyez, il y a plein il y a des occurrences. Ça, ouais. Alors revenons sur l'Écosse, puisque c'est quand même, je pense, un point fondamental. La reine Elisabeth II était peut-être ce dernier socle qui maintenait l'Écosse dans le giron, on va dire, aujourd'hui décédée. Est-ce que l'Écosse, on le sait, va devenir indépendante. Est-ce que... il y a des velléités d'indépendance. Est-ce que cela risque de se distendre, de créer des remous ? C'est l'un des points importants. Ouais, c'est l'un des points très importants. C'est encore une fois le symbole Charles III. Il n'est pas neutre. Hein. C'est vraiment très fort d'expliquer, de dire voilà, je suis dans la lignée de cette histoire. On est tous ensemble. Je viens de chez vous. Bon, la reine est décédée à Balmoral. C'est pas neutre non plus. C'était son château préféré. Là aujourd'hui, vous l'avez rappelé dans les informations, elle est présentée en Écosse en priorité dans plusieurs endroits, avant de passer ensuite à l'Irlande du Nord et au Pays de Galles. Mais l'Écosse en priorité. Voilà, tout ça, c'est des signes effectivement très forts. Il va devoir batailler là-dessus. Oui, donc c'est encore loin d'être gagné, mais on sent tout de même qu'il fait attention à ce sujet, hein, qu'il porte et dans le nom et dans là, les rites qui vont être portés. On voit que l'Écosse est fondamentale. C'est vital. Et puis il va suivre ensuite le Commonwealth, hein, c'est 56 pays. Il y a notamment l'Australie là, qui aujourd'hui, avec son Premier ministre, qui est plutôt anti-royauté, qui préférerait plutôt une république, ça va être un signal aussi très fort d'aller peut-être que l'un de ses premiers voyages sera en Australie, puis au Canada, et puis... Est-ce que vous pensez que la monarchie anglaise, puisqu'on revient sur la question qu'avait abordée Charles III, tradition et progrès, la question de suivre les traditions et d'avancer dans le progrès, est-ce que vous pensez qu'elle peut continuer sur cette ligne-là, ou est-ce qu'elle va aller plus vers le progrès, est-ce qu'elle va tenter de se rénover ? Ça, c'est la vraie question, mais on en a peut-être c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être une idée avec ce qu'on a vu tout ce week-end. C'est-à-dire qu'on va certainement avoir une monarchie quasi vidéo Twitter. Et on passe un peu, pour plaisanter, on passe de la série The Crown, pardon, c'est en anglais, à la série The Royals, qui est aussi en anglais, qui est un peu plus people, un peu plus marketé. Mais c'est étonnant, en même temps, c'est pas tout à fait le style, on va dire, de Charles III d'être dans l'image. Il est très... comment je pourrais dire ? Il a longtemps été mis sur la sellette. On a longtemps cru qu'il ne serait pas roi du fait de sa personnalité. Il est clivant. Il a choisi parfois des sujets très... On dit même qu'Élisabeth II l'avait un petit peu mis sur la sellette. Ça, vous en savez plus que moi peut-être, mais on le saura peut-être plus tard, vraiment, parce qu'entre Léon Di et la vérité, bien sûr, je préfère rester moi, je ne fais que citer les tabloïds. Vous avez raison, mais vous avez raison, ça compte. D'ailleurs, quand on voit, je citais The Crown tout à l'heure, quand on voit le traitement qu'il reçoit dans la série, on sent qu'il n'est pas très aimé quand même, hein, et donc il va falloir faire attention à ça. Mais il est très clivant. Regardez les points, les prises de parole sur l'islam, par exemple. Beaucoup de tabloïds disent qu'il est en train de préparer, ou il était en train de préparer sa conversion à l'islam. Il a appris le Coran, etc. Aujourd'hui, c'est pas neutre. Quand il prend la parole pour dire « je suis pour l'arrivée des migrants », etc., c'est très clivant, c'est très gênant pour un gouvernement, ça. Parce qu'il peut aller à l'encontre du gouvernement en place. Bien sûr. Donc ça, c'est une problématique à prendre en compte, alors que sa mère s'interdisait de dire quoi que ce soit. Elle montrait des choses. Oui. Symboles, c'était beaucoup plus discret, on va dire. C'était beaucoup plus discret. Oui, donc, mais parce que là, ça ne va pas poser de grandes questions avec le gouvernement. Donc, comment vont-ils fonctionner ? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. C'est nouveau Premier ministre et nouveau souverain en même temps. Ça, je crois que c'est la première. Donc, on va voir. Il ne faut pas oublier que sa mère a eu la chance de faire un pont fantastique entre son premier Premier ministre, qui était né en 1880, Churchill, et le 21e siècle. Elle a été, vous vous rendez compte un petit peu, c'est incroyable. Même si Louis XIV reste le premier.
D'accord. Oui. Mais c'est pas mal quand même. Une dernière question, parce que je me suis renseignée en préparant cette interview. J'ai lu également un article de l'Express qui parlait de charlatanisme de Charles III. Je vous livre le titre de l'Express, Biodynamie, médecine alternative, Charles III, roi anti-science et ami des charlatans. Ça va quand même très très loin. Donc, je ne connaissais pas ces détails-là, mais ça ne m'étonnerait pas. Je vous dis, il a cherché, mais ça peut se comprendre sans faire de la psychologie de comptoir. Vous imaginez passer X années à attendre en se disant est-ce que je vais devenir roi ou pas? Il faut qu'il se démarque et il a cherché. Il a été le premier à se lancer sur l'écologie en se disant pourquoi pas. Bon, il a eu de la chance, c'est un sujet à la mode. Oui, peut-être, pourquoi pas des médecines alternatives, ça je ne savais pas. Mais oui, il avait besoin d'exister de toute façon sur la scène médiatique quelque part pour se faire reconnaître. Il a aussi un passif. C'est pas simple. C'est pas simple du tout quand il a au-dessus de lui la statue du commandeur de sa mère, 70 ans de règne. C'est fort. Et une petite question pour le prince William, prince de Galles. Donc, est-ce que pour lui, ça va être peut-être plus facile de porter l'habit? Pour l'instant, il l'a pas, mais il a l'habit du prince de Galles, effectivement. À lui de faire sa place. A priori, il est adoré par beaucoup de gens qui le préféreraient. Là, c'est les tabloïds, etc., en roi d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni et de Grande-Bretagne. Mais alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a peu de chances qu'il s'appelle William, par exemple. Vous voyez, là aussi, il va changer de nom certainement. Ce sera peut-être plus simple, oui, mais ça dépend. On vit vieux dans la famille. Il peut attendre longtemps. Eh bien, on vous réinvitera, Richard Fremder. Nous aussi, j'espère que nous vivrons vieux pour suivre tout cela ensemble. Richard Fremder, je rappelle, vous êtes historien spécialisé sur la période Révolution et Empire et vous animez sur Timeline, c'est une émission d'histoire en podcast. Merci encore d'être venu parmi nous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.